Et c'est là où moi j'ai envie de dire, il faut suivre ce qu'on a vraiment envie de faire au fond de soi. Et peu importe ce que vous avez envie de faire, mais faites-le. Même faites-le en parallèle, en annexe d'un boulot que vous avez. Commencez par un petit bout. Vous verrez, peut-être que ça va vous mener sur un chemin extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut se dire. Donc peut-être que oui, parfois ça nous dépasse, on est essoufflé. Mais c'est une super aventure. Et l'idée, c'est de se dire, une fois qu'on a quelque chose, de se lancer. Et ensuite de réajuster, de réadapter selon comment ça évolue. Sachant qu'au début, en plus, vous serez très petit, vous serez peut-être pas beaucoup suivi. Donc ça serait l'occasion de faire les erreurs, quoi. De faire les erreurs, d'apprendre et de se lancer. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur La Vraie Liberté. Aujourd'hui, j'ai un invité très très spécial avec moi. Comment tu vas? Il n'y avait pas de question, c'était juste comment tu vas. Ah, comment tu vas? Oui. C'est une question, qu'est-ce qu'il m'a dit? On l'a refait. Comment vas-tu depuis le temps? Super, ça va et toi? Ça va bien, écoute, j'ai fait le transport jusqu'à Tours pour venir jusqu'ici. C'est vraiment, vraiment sympa de ta part. Oui, écoute. C'est un grand mot. On va essayer de faire de notre mieux. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, Bulin Takar, je suis un des 2 cofondateurs de l'association iBuyCot. iBuyCot qui est une association pour promouvoir la consommation responsable. Donc on va en parler, je pense, un petit peu tout le long. Et j'habite Lyon et je suis originaire de Saint-Chamond. Mais justement, iBuyCot, c'est quoi? Alors iBuyCot, c'est, comme je l'ai dit, pour faire simple, une association qui veut promouvoir la consommation responsable. Et ça, elle le fait à travers différents outils. On a une plateforme qui s'appelle iBoycott.org. C'est des campagnes de boycott bienveillantes et de boycott. Donc l'idée, c'est d'acheter des produits selon nos valeurs personnelles et de ne pas acheter des produits qui ne sont pas éthiques, donc de marques qui ont des pratiques scandaleuses. Et voilà, et l'objectif, c'est vraiment de changer les pratiques des entreprises à travers ces campagnes. Et ce qui va être intéressant, c'est également de donner un droit de réponse à ces entreprises, parce que l'objectif, c'est également d'assurer un dialogue entre les consommateurs et les multinationales, justement afin de pouvoir faire évoluer les choses. Il y a aussi l'application récemment qui est sortie. Exactement. Donc, en parallèle donc, de cette plateforme, l'application Bayernote, vous scannez des produits et vous avez donc l'impact sur la santé, comme beaucoup d'applications peuvent le proposer, mais également, donc là c'est la valeur ajoutée, l'impact sociétal. C'est-à-dire de voir si des produits ont un impact négatif sur l'environnement, sur le droit du travail, etc. Et pourquoi on a vraiment proposé cette valeur ajoutée? On pouvait voir sur certaines applications plus centrées sur la santé. Par exemple, on pouvait scanner un produit comme Coca-Cola et avoir comme alternative principale le Coca-Cola Zéro. Et on se disait, c'est pas vraiment nous ce qu'on souhaite faire, parce que voilà, vu que c'est centré sur la santé, donc c'est nutritionnel, donc voilà, le Coca-Cola Zéro a moins de sucre, et on le propose. Donc nous, l'idée, c'était vraiment de dire à Coca-Cola, non, il y a d'autres alternatives d'entreprises qui font les choses au niveau local et qui font les choses différemment, et c'est peut-être mieux de mettre eux en avant, plutôt. Tu m'avais montré aussi avec le produit innocent, là, c'est le jus de fruits innocent, en fait, c'était pas si innocent que ça, en fait. C'était intéressant de voir ça. C'est ça aussi, c'est de voir, scanner un produit et de voir à quelle marque elle appartient. Et parfois, on a pas mal de surprises. On peut avoir des surprises, donc avec Innocent notamment. Et voilà, et c'était pour faciliter également le boycott des produits de Coca-Cola ou d'autres marques et de voir toutes les filiales qu'elle peut avoir. Et comment ça vous est venu cette idée de créer cet asso? Alors, à la base, avec la maintenance, on a beaucoup réfléchi sur comment on pourrait agir en tant que citoyen. Et on voyait que certaines pétitions n'aboutissaient pas, dans le sens où c'est la pétition qui concernait TAFTA, le traité transatlantique, qui réunissait plus d'1 million de signatures
plus de 300 organisations civiles européennes qui soutenaient cette pétition et qui n'a pas du tout été considérée par le Parlement européen. Donc tout simplement, ils l'ont vraiment mis de côté. Et on s'est dit, il faut un outil concret qui puisse faire justement agir les citoyens à leur échelle, et c'est-à-dire le boycott de marques non éthiques. Est-ce que tu as eu des galères un peu au début? Tu peux nous raconter tout ça? Alors, on a eu beaucoup de galères. On a eu beaucoup de galères quand on s'est lancé. On a voulu tester l'idée. On s'est dit, tiens, on va se lancer sur le boycott. Donc, c'est une question qui est assez importante. Et on a voulu tester l'idée. Donc, on a fait un crowdfunding donc, sur KissKiss. Et les premières galères donc, sont apparues à ce moment-là. On a beaucoup de personnes qui nous disaient dans notre entourage, mais pensez à votre carrière professionnelle, pourquoi vous vous lancez dans ce projet-là. Donc ça a montré un petit peu, ça a commencé un petit peu à mettre les couleurs, dans le sens où le boycott en France a quand même une certaine connotation péjorative. Ouais. Et donc on se méfiait un petit peu de ce projet-là. On a eu beaucoup de personnes qui nous ont jamais répondu, enfin des personnes qui étaient parfois proches, et qui avaient peur un petit peu d'être mêlés à ça. Donc c'est assez intéressant d'observer un petit peu tout ça. Et on a eu également beaucoup d'associations qu'on pensait qui auraient soutenu la démarche et qui sont restées quand même à l'écart de peur d'être touchés dans leur image, sachant que le boycott n'a pas forcément une image très lisse. Et c'est ça qui faisait un peu peur. Donc oui, tout au long du projet, et ça justement, il y a beaucoup de... il faut faire preuve à beaucoup de persévérance et de croire en son projet. Parce que si vous n'y croyez pas à la première adversité, vous vous dites, mais est-ce que je dois me lancer, est-ce que je dois le faire, et non, donc c'est vraiment croire en son projet et avancer. Les gens, ils avaient peur d'être boycottés eux-mêmes, c'est ça? Ouais, peut-être. Non, je pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est ça. C'est plus d'être lié à des jeunes, à une asso qui fait du boycott. Et après, ce qui a été intéressant à observer, c'est que ça a très bien marché. Il y a une énorme visibilité, et ce qui nous a permis justement de pouvoir travailler avec ces personnes qui étaient plus ou moins réticentes. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, en fait, dans le sens où nous, on l'a vu comme ça. Enfin, moi, personnellement, il faut faire ses preuves. Il faut vraiment faire ses preuves avant de pouvoir créer des alliances, avant de pouvoir vraiment se demander du soutien, etc. Et de pouvoir travailler avec des entreprises, des ONG, associations qui sont un peu plus grosses. Donc vraiment faire ses preuves. Avoir une sorte de portfolio, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Vous êtes nouveau, on nous regarde dans les yeux, on nous dit de quoi vous êtes capable. C'est un peu ça. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire que tu as eue, ta péripétie avec ton développeur, si tu t'en souviens? Alors, au tout début, c'est vrai que quand on a lancé l'association, on a eu quelques devis pour développer une plateforme similaire. Et on nous a demandé entre 20 et 30 000 euros. Et pour nous, c'était hors de question. Enfin, c'était pas dans nos moyens. Donc, on a fait un crowdfunding. On a demandé 8 000. On a réussi à récolter en quelques semaines plus de 11 000 euros. Et on était vraiment contents. On a été assez surpris justement de comment ça a évolué. C'est-à-dire que il y a plus de 500 personnes qui ont soutenu le projet. J'ai envie de dire la fiche projet. Au début, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Une fiche projet avec une vidéo qui expliquait le concept. Et donc, plus de 500 personnes ont contribué financièrement. Donc là, on était vraiment fiers. On a eu énormément de messages de soutien. Donc, on s'est dit, là, vraiment, il faut se lancer dans ce projet. Et ensuite, il y a une personne, un développeur un monstre, vraiment un monstre qui est très très fort, qui a commencé à développer la plateforme, donc iboycott.org. Après, oui, c'est quand on parlait tout à l'heure de difficultés, on a eu beaucoup de difficultés au niveau de toutes les questions qui touchent aux relations humaines, aux ressources humaines, au bénévolat. Donc vu que nous sommes une association, et
Et ce développeur, du coup, a énormément travaillé, Ah. énormément. Donc vraiment, il était bénévole et il travaillait énormément. C'est-à-dire que donc il avait un boulot classique et en soirée, donc même au début de la nuit, il travaillait sur le projet pendant plusieurs mois. Et à un moment, je pense qu'il a un petit peu trop donné. Et quelques semaines avant le projet, donc il a décroché. Il a décroché avant de raccrocher, donc nous, on a vraiment eu très peur. On a eu vraiment des petites frayeurs juste avant le lancement, donc c'était en juin 2016. Hein. Et on a réussi donc à le revoir. On a fait le lancement à Paris. Et donc il était là, il était présent. Donc il a fait officiellement, lui, le lancement de la plateforme. Mais voilà, on a eu quelques frayeurs. Et là, ça nous a appris également concernant l'association et les ressources, la gestion des bénévolats. C'est vraiment un savoir-faire et c'est quelque chose qu'il faut beaucoup travailler. Donc voilà, au niveau de notre... Vous avez eu peur qu'il parte et qu'il laisse que ça soit du temps perdu en fait, c'est ça? Bah, c'était surtout à 1 ou 2 semaines Ouais. du lancement du projet. Et bah, si on n'avait plus de nouvelles, ça aurait décalé tout le lancement. Et c'était pas ce qu'on souhaitait. Et ça aurait été vraiment dommage pour toutes les personnes qui nous avaient soutenus et qui attendaient ce lancement-là. Donc on a fait en sorte de pouvoir... après, pour lui, il nous a montré un signal. Hein. Il nous a dit, écoutez, là, je suis en train de décrocher. Et voilà, on n'arrivait plus à le joindre pendant quelques jours. Et il a très très bien de faire ça. Et nous, ça nous a remis également en question. Et c'est très important aussi de se remettre en question, de ne pas partir sur des certitudes et d'être trop confiant parfois sur des sujets. Donc ça nous a remis en question. Et après, voilà, on a pu se réorganiser et pouvoir faire le lancement en toute conformité. C'est important d'avoir 100% confiance en soi pour se lancer? Ben, 100% confiance, je trouve que c'est pas forcément le bon terme. C'est-à-dire que oui, on se fait confiance, mais on peut avoir aussi des moments de doute. Et c'est là où ce qui va être important, c'est de pouvoir s'entourer, d'avoir une équipe autour de soi. C'est vrai que nous, on a lancé le projet à deux et c'est un sacré avantage. C'est parce que voilà, quand l'un de là va commencer à douter, l'autre va être là pour l'épauler. Et c'est de voir aussi toute l'énergie qu'il y a autour. Donc des personnes que vous ne connaissez pas, qui viennent, qui veulent vous soutenir, qui vous donnent de leur temps, de leurs compétences. Et vraiment cette énergie-là. Donc 100% confiance, oui, il faut se faire confiance. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, il faut foncer, il faut croire en soi. Mais le 100%, moi, me gêne un petit peu. C'est qu'à un moment ou l'autre, après... Il y a toujours un petit moment de doute, quoi. Oui, ça c'est humain. On est humain, au fond, on est humain. Donc il faut croire en soi. La confiance en soi, elle est très importante. Donc oui, il faut la travailler. Ça se travaille au fur et à mesure, avec vos activités, ce que vous faites, ce que vous lisez, toutes ces choses-là. Ça se travaille. Mais voilà, le 100% confiance, je pense pas. Mais il faut se faire confiance. J'ai vu que vous avez aussi des antennes un peu dans toute la France et puis ça marche beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez peur de prendre un peu la grosse tête? Franchement, je pense pas. Là, on a vu le développement du projet. On a de plus en plus de soutien. On nous dit beaucoup, c'est vraiment impressionnant ce que vous avez fait, ce que vous faites. Et après, quand on regarde, au final, nous, vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir changer les pratiques des entreprises. On a eu quelques victoires. On a eu 6 victoires jusqu'à présent. D'entreprises quand même considérables. Mais pour nous, on se dit, on n'a pas fait encore grand-chose. Et l'objectif, c'est d'aller encore plus loin. C'est vraiment de peser sur ce paradigme-là. C'est de pouvoir changer les choses vraiment considérablement. Moi, par nature, je pense pas que j'aurai la grosse tête, ou je vais avoir la grosse tête, ou j'ai la grosse tête. Mais voilà, non, on n'a pas fait grand chose encore pour vraiment se poser ces questions-là, vraiment, non. Si, vous avez quand même fait des trucs de ouf avec des grandes enseignes et tout, des grosses campagnes de boycott qui ont bien marché. Et quand même, c'est quand même cool. Non? Ouais. Avec le recul, non? Avec le recul, oui. Mais après, c'est souvent, en fait, c'est différentes étapes du projet. Et là, nous, notre objectif, c'est vraiment d'être une ONG qui pèse au niveau international.
Donc pour l'instant, on est encore, et c'est vrai que ça fait 2-3 ans qu'on existe, on est encore un bébé et l'idée c'est encore de se développer. Peut-être que demain, oui, quand on sera au niveau international avec une ONG qui pèse, qui arrive à influencer des décisions de grandes entreprises comme Coca-Cola, McDo. C'est certes, aujourd'hui, il y a des campagnes, mais ces entreprises encore qui sont très, très... elles, par contre, elles sont très confiantes. Hein, elles bougent pas non plus sur leurs pratiques. Après, c'est vrai que nous, c'est vraiment... elles bougeront à partir du moment où c'est les consommateurs qui le décideront, en fait. À un moment ou l'autre, si les consommateurs réclament que McDo fasse du zéro déchet et qu'on est en masse à le demander et qu'on on boycotte en masse, et ben là, à un moment ou l'autre, ils vont réagir, ils réagiront parce qu'à un moment ou l'autre, tout leur modèle économique, tout se repose sur leurs clients. Et c'est assez simple. Donc c'est pour ça que l'idée est très puissante. Après, voilà, c'est en pratique comment ça va se dérouler. Donc il faut être encore beaucoup plus. Donc là, on est vraiment au balbutiement du projet. Donc si on commence à prendre la grosse tête aujourd'hui, oulala, on est mal barré. On peut donner des exemples de campagnes qui ont réussi? Alors on a des différentes campagnes. Je vais prendre l'exemple de Jouet Club. C'est l'association Vida, donc pour la protection des animaux, qui ont lancé une campagne. Et je prends cette campagne parce qu'il y avait très peu de boycottants sur cette campagne. Donc il y avait environ 3000 boycottants. L'entreprise a demandé à Sabine, donc de l'association Vida, de retirer cette campagne. Elle a dit, écoutez, c'est une campagne citoyenne. Allez répondre aux revendications des consommateurs sur la campagne. Donc c'est ce qu'elle a fait. Sous une semaine, elle a pris rendez-vous avec les Cirque Pandas. Donc la revendication, c'était d'arrêter d'être sponsor des Cirque Pandas. À cause des animaux, c'est ça? Des animaux sauvages, ouais. L'exploitation des animaux sauvages. Et c'est ce qu'ils ont fait. Sous une semaine, ils ont pris rendez-vous. Ils ont mis fin à un partenariat de 30 ans. Donc avec une campagne qui réunissait plus de 3000 boycottants. Autant dire qu'au niveau du numérique, ce n'est pas grand-chose. Mais ce qu'il faut prendre en compte là, c'est que ça va toucher deux piliers de la société de consommation, le boycott. L'argent, mais surtout l'image de marque. Et c'est surtout ça que Jouet Club et par la suite d'autres entreprises, comme Oasis également, sur cette même thématique, c'est surtout ça qu'ils ont voulu neutraliser, c'est-à-dire l'image de marque. Donc quand on voit iBoycott, c'est une association qui a vraiment très peu de budget et qui arrive à avoir une bonne visibilité et qui arrive à égratigner justement l'image de marque d'entreprise qui mettent des millions dans le marketing. Et c'est pour ça que voilà, eux, l'objectif, c'est vraiment de neutraliser ce phénomène-là le plus rapidement possible. Et on l'a vu avec d'autres entreprises. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais je vous invite vraiment à aller voir sur iBoycott.org les différentes victoires, avec notamment aussi avec Petit Navire, avec Panzani, avec Philips, avec les autres Fréjus, et donc Oasis et Jouet Club également. Donc, voilà. Est-ce que s'il y a une entreprise qui viendrait et qui poserait une malle de billets sur la table, tu vois, est-ce que tu la prendrais ou tu te dirais non, rentrez chez vous? Pour lever les boycotts, en fait. En fait, quand on pose des questions comme ça, ou quand certaines personnes demandent ou disent que pourquoi on ferait confiance à iBoycott, déjà, nous, c'est plus dans un principe éthique. Quand je vois le nombre de personnes qui nous ont fait confiance depuis le début, en fait, je me dis je ne pourrais pas trahir tout ce soutien-là. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui nous ont fait confiance. Donc ça c'est des paroles, on peut me dire oui mais c'est bien beau ce que tu dis, mais d'un autre côté la plateforme iBoycott elle est entièrement démocratique, c'est-à-dire que pour par exemple lever une campagne de boycott, l'entreprise à travers sa réponse doit convaincre la majorité des boycottants. Si elle ne le fait pas, la campagne est maintenue automatiquement, c'est-à-dire que iBoycott ne peut pas peser sur ça, c'est-à-dire que même si une entreprise vient nous donne une mallette de billets, ce que vous voulez, et dit il faut clôturer cette campagne, on ne peut pas le faire. En fait, le processus il est entièrement c'était réfléchi pour automatique et démocratique. C'est-à-dire que ça a été réfléchi pour, et notamment pour désamorcer toutes ces problématiques qui pouvaient toucher justement à ces questions-là. Souvent, ce qui bloque les gens pour se lancer, c'est l'argent. Comment est-ce que vous avez fait à ce niveau-là pour... Concernant notre modèle économique,
Le modèle économique, nous on s'est dit on va axer énormément uniquement sur les dons. On avait peut-être été naïf au début, dans le sens où on disait que ça va largement suffire. On a beaucoup de soutien aujourd'hui. Et tous les donateurs mensuels donc, de l'association sont membres bienfaiteurs donc, de l'asso. Et en parallèle, on fait également des formations. On a développé un Serious Game, Ethic or Not. C'est un jeu de rôle entre des consommateurs, des chefs d'entreprise et des élus. L'idée, c'est de voir un petit peu les contraintes de chaque acteur. Et on fait des formations dans des écoles de commerce, de management. On fait des formations civiques et citoyennes donc pour les volontaires. Et donc ça nous permet de compléter un petit peu au niveau de notre budget. Et aujourd'hui, on a un salarié et demi. Donc c'est comme je le disais, hein, on est encore une toute petite structure, c'est encore tout petit, mais c'est vrai qu'on a quand même une très très belle visibilité sur les réseaux sociaux, sur notre plateforme. Actuellement, il y a 180 000 consommateurs qui sont inscrits donc, pour agir et pour faire bouger les entreprises. Donc voilà, au niveau modèle économique, il est fragile, mais il est là et il se développe progressivement grâce justement aux donateurs mensuels, à nos soutiens. J'ai l'impression que tous ceux qui travaillent sur le projet, en fait, le projet les dépasse eux-mêmes, du coup, ils se donnent encore plus. J'ai l'impression que c'est ça, ce qui se passe. Mais c'est ce qui s'est passé à un moment. Par exemple, moi j'ai été bénévole à 100% pendant plus d'1 an sur le projet. Mon frère, c'est pareil, parce qu'on a vraiment voulu donner une chance à ce projet. Parce qu'on se disait, oui, mais le concept est fort, les gens soutiennent. Donc ça va vraiment pouvoir faire bousculer les choses. Donc voilà. Et aujourd'hui, un peu moins. On a également des volontaires dans l'association, des volontaires en service civique qui nous aident énormément. Donc je les remercie vraiment tous ceux qui sont présents actuellement et ceux qui nous ont déjà soutenus par le passé. On a un salarié et demi donc, qui nous permet maintenant de pouvoir commencer à pérenniser, c'est-à-dire à réfléchir sur le long terme. Souvent à l'époque, vu qu'on était entièrement tous bénévoles dans l'équipe, que ce soit les développeurs, que ce soit ceux qui réfléchissaient à la stratégie, aux actions, aux campagnes, aux actions terrain, là ça nous permet de souffler. Et là voilà, l'idée c'est vraiment pour pouvoir pérenniser et pouvoir continuer ce développement-là, il faut commencer à avoir une petite équipe salariée de 4-5 personnes pour pouvoir vraiment se projeter là et être comme tu as dit, hein, c'est commencer à souffler et transformer tout ça j'ai envie de dire en travail normal sans forcément trop donner, sachant que récemment j'avais lu un article et on s'épuise à vouloir changer le monde et souvent ceux qui travaillent qui font du travail qui ont du sens s'épuisent plus rapidement parce qu'en fait quand ils se reposent ils culpabilisent, ils se disent mais oula, je fais un travail que j'aime, qui a beaucoup de sens, je peux pas me reposer, je dois travailler encore plus que ce que je fais, et du coup on constate un petit peu d'épuisement à ce niveau là, mais en même temps c'est une aventure extraordinaire. Donc et c'est là où moi j'ai envie de dire il faut suivre ce qu'on a vraiment envie de faire au fond de soi, et peu importe ce que vous avez envie de faire, mais faites-le. Même faites-le en parallèle, en annexe d'un boulot que vous avez. Commencez par un petit bout et vous verrez peut-être que ça va vous mener sur un chemin extraordinaire, et c'est ça qu'il faut se dire. Donc peut-être que oui, parfois ça nous dépasse, on est essoufflé, mais c'est une super aventure. Comment on fait quand on se lance là-dedans pour gérer la vie privée et vie pro, tu vois, on en parlait tout à l'heure, c'est peut-être compliqué à un moment, tu vois. C'est compliqué, dans le sens où nous, ça s'est fait, il y a une transition. On a beaucoup, par exemple, travaillé au niveau perso, bénévole au début. Et du coup, mon mail perso, mon téléphone perso, tout ça, c'est devenu pro. Le Facebook aussi. Le Facebook aussi, énormément. Moi, par exemple, j'ai supprimé les réseaux sociaux de mon téléphone. J'ai eu du mal à le faire parce que l'Instagram, j'ai pas Insta, mais j'ai le compte Insta de iBoycott. Pareil sur Facebook, je voulais supprimer, mais en même temps je voyais qu'il y avait beaucoup d'actualités, il y avait un suivi à faire. Donc j'ai dit bon, basta, je l'ai quand même fait.
Mais voilà, c'est quand même complètement lié. Parfois des week-ends où des bénévoles d'autres antennes qui peuvent m'appeler. Et donc là, je suis soit pendant un repas, soit au sport. Et là, je reçois un appel et je réponds et on discute tranquillement, gentiment. Et c'est un peu mon rôle aussi. C'est-à-dire que je ne me vois pas me plaindre et me dire non, c'est quelque chose. En fait, à un moment-là, c'est moi qui ai accepté. C'est moi qui ai décidé que ça allait se passer comme ça. Et si le moment où vraiment je vois que ça me gêne et que j'ai plus envie d'être dans ce rapport-là avec le travail pro, je ferai en sorte de mettre des barrières. Mais pour l'instant, voilà, et en même temps, je suis jeune, j'ai envie de dire. Je suis à fond sur ce projet. Je suis épanoui avec ce projet, donc voilà, continuer comme ça. Mais oui, c'est une très bonne question. T'as eu des détracteurs avec ton projet et ta nouvelle vie, entre guillemets? C'est-à-dire? Des gens qui disent non, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, mais retourne en salariat. T'en as eu ou pas? Ben, franchement, entre nous, souvent, c'est des personnes qui vont dire ouais, mais c'est vraiment bien ce que vous faites. Et ça va rejoindre tout à l'heure ce que je disais. C'est des personnes, quand vraiment ils vont insister sur ça, c'est des personnes qui, au fond, ont envie de faire des choses et qui peut-être n'osent pas, ou peut-être n'ont pas le temps, ou peut-être sont liés, ils ont des contraintes, des circonstances qui font que... euh, et c'est là, ben, en fait, à un moment ou l'autre, ça peut également les inspirer et se dire ouais, on peut avoir ce déclic-là. Et au contraire, il n'y a pas eu de tracteur, mais il y a eu beaucoup de bénévoles qui ont quitté leur vie de salariat confortable, parfois même très confortable, qui se sont retrouvés à être bénévoles dans l'association, à nous aider, parfois même en démissionnant et n'ayant pas le chômage, donc les indemnités. Donc c'est assez difficile, hein, c'est quand même... après, il faut pouvoir, j'ai envie de dire, vivre, hein, quand on est même dans une grande ville comme Lyon. Et des personnes donc, qui ont tout quitté et ensuite qui ont soit mené des projets. Je pense à Antoine de Widresfer, c'est une marketplace de vêtements éthiques. Moi, son histoire, elle est vraiment impressionnante. D'ailleurs, si vous voulez l'interroger pour le prochain podcast, ça peut être vraiment intéressant. On a d'autres bénévoles hein, comme Margot qui est pareil, qui a quitté son entreprise et qui veulent faire des choses. Donc c'est plus des personnes comme ça qu'on a rencontrées. Oui, on a eu des tracteurs comme tu dis. C'est ça un tracteur? Des tracteurs. Des détracteurs. Des tracteurs, c'est à la non, campagne. Je comprenais pas. J'avais pas compris pourquoi tu me disais tracteur. Des détracteurs, oui, ouais. on a, mais bien sûr qu'on en a eu. Mais après, c'est comme tout. Hein, vous allez faire quelque chose, un projet, vous aurez toujours des soutiens et des détracteurs. Donc voilà. Est-ce que vous avez l'impression que le projet vous dépasse? J'aime pas cette question. Non. Ben, dans quel sens? C'est-à-dire que vous avez vu comme ça et en fait c'est plus grand et ça vous dépasse en fait. Vous avez vu. Tu vois. Ben, pour l'instant, on gère bien le projet. Après, c'est sûr qu'il faut qu'on s'entoure d'une équipe. J'ai envie de dire salariés et même bénévoles au fur et à mesure que le projet grossit et justement bien s'entourer par rapport à la progression donc du projet. C'est-à-dire aujourd'hui on se débrouille très bien. Demain on va être à l'international. Comment on va faire pour pouvoir gérer toutes ces antennes? Je me pose parfois la question quand des campagnes massives vont prendre et il va y avoir des millions de boycottants et ça va prendre des ampleurs très intéressantes. Ça, l'objectif, c'est ça. Hein. À ce moment-là, oui, il faudra être prêt et avoir l'équipe nécessaire pour pouvoir faire face. Donc oui, mais par contre, actuellement, faites confiance. C'est quoi qui t'a énervé ou agacé sur le projet? C'est-à-dire énervé par rapport à moi ou par rapport au projet, C'est quoi qui t'a énervé ou agacé sur ton projet? Ou par rapport à toi ou pendant ce parcours? Tout de suite, qui m'a énervé, agacé. Franchement, là, tout de suite, je vois rien qui me vient à l'esprit. Peut-être que j'ai peur de balancer. Mais oui, il y a des choses. Oui, il y a des choses. Parfois, c'est les portes qu'on a pu prendre, par des associations qu'on sentait proches et
et qui n'ont pas forcément voulu travailler avec nous. Après, c'est comme on disait tout à l'heure, on n'a peut-être pas fait encore assez nos preuves. C'est comme je dis, hein, c'est une association qui a 3 ans. Quand vous prenez des grosses ONG autour de nous, c'est des associations, des ONG historiques hein, qui sont là depuis pas mal d'années. Donc, où ça agace, mais en même temps aussi c'est compréhensible. On peut comprendre. Et parfois aussi, on a également et ça, c'était ce type de personnalité que j'apprécie pas forcément. Des, Parfois, ça peut être des influenceurs qui vous disent que oui, on va relayer, et en fait, qui le font jamais et qui veulent pas le faire, mais qui veulent pas vous le dire clairement. Et en fait, voilà, si on peut parler de ça, moi, vraiment, je mets beaucoup d'importance à toutes les questions qui touchent à la sincérité, à la bienveillance avec les autres, c'est-à-dire d'être clair. Et ça, on le voit de plus en plus hein, dans le milieu associatif. Hein, voilà, alors, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais cette question, voilà, si vous voulez pas faire quelque chose, vous le dites et vous en arrêtez là. Enfin, c'est être clair, transparent et sincère. Ça, c'est des valeurs que je trouve importantes. Et parfois, voilà, par, et des relations où il n'y avait pas ces valeurs qui ont fait que ça a pu m'agacer. Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai cette question. Comment on fait pour passer de l'idée à l'action? C'est très simple. Je dis ça, mais non, non. En fait, très simple dans le sens où ce qu'il faut se dire, il y a un truc qui m'avait pas mal inspiré et que j'ai fait une petite feuille A4 que j'ai mis sur le mur à côté de mon bureau. En fait, tout ce qui reste en mouvement, enfin, tout ce qui est en mouvement reste en mouvement. En fait, il suffit de faire le premier pas. C'est-à-dire que vous avez une idée, il ne faut pas attendre, c'est un peu comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. On se dit, ouais, mais attends, on va faire tout carré, on va faire tout ce qui est. Voilà, et après on pourra se lancer. Et malheureusement, je pense que ça fait stagner. Oula, je suis un peu loin du micro. Ça fait stagner le projet ou ça fait parfois même. Ça le fait jamais commencer. Et l'idée, c'est de se dire, bah, une fois on a quelque chose, de se lancer. De se lancer et ensuite de réajuster, de réadapter selon comment ça évolue. Sachant qu'au début, en plus, vous serez très petit, vous serez peut-être pas beaucoup suivi. Donc ça serait l'occasion de faire les erreurs, quoi. De faire les erreurs, d'apprendre et de se lancer. Mais une fois que vous avez mis, c'est comme on a mis, il y a du mouvement, ça va rester en mouvement. Donc ce qui est en mouvement reste en mouvement. Effet boule de neige, quoi. Ouais. Effet boule de neige. Et l'inverse aussi est valable. Ce qui est au repos reste au repos. Et donc voilà. C'est de se lancer. Prendre le projet par un bout et se lancer, communiquer, en parler autour de soi, la tester, aller faire des pitchs dans des soirées et de voir. Et si vous voyez que voilà, il y a une énergie autour de ce projet, et ben là, à ce moment-là, vous vous lancez et vous voyez, et étape par étape. C'est vrai qu'il y en a plein qui attendent d'avoir une meilleure idée avant de se lancer. Et comme tu dis, en fait, l'idée, c'est de se lancer directement. C'est ça. Peut-être que vous avez une certaine idée. Hop, vous lancez, 1 mois, 2 mois, vous prenez des claques parce qu'à un moment ou l'autre, vous vous dites, c'est pas comme ça, c'est comme ça, vous avez beaucoup de retours. Et 2 mois après, là, votre projet vient à maturité, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles idées qui se sont implémentées, donc ça, c'est devenu beaucoup plus intéressant. Et là, à ce moment-là, du coup, vous avez bien fait de vous lancer. 2 mois après, vous pouvez vous réadapter. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont là, qui ont suivi, etc. Et là, voilà, du coup, ça va prendre de l'ampleur, de l'énergie, et ça va peut-être même s'accélérer. Donc, ouais, c'est vraiment se lancer par n'importe quel bout, mais vraiment se lancer. Est-ce que tu crois au hasard? Rapidement, oui, non. C'est nul, j'y crois pas. Si, enfin, ouais, parfois il y a des belles coïncidences, et vous vous dites, c'est peut-être ma bonne étoile. Donc, oui, ouais, c'est quand tu dis hasard, moi je pense coïncidence un peu. Enfin, je sais pas comment dire, mais le bon hasard, je sais pas comment. Mais ouais, parfois il y a des choses qui font que, tiens, à un moment, tu es au fond du gouffre et bim, il y a quelque chose qui se présente et qui fait que, et après, vous l'interprétez comme vous voulez.
Ça peut être le hasard, ça peut être une coïncidence, ça peut être votre bonne étoile. Mais oui, il y a énormément de cas où parfois vous pensez à quelque chose et boum, vous trouvez la solution tout de suite après. Combien de fois, nous, parfois, on était bloqués sur ces situations et on reçoit un mail d'une personne à un moment donné sur une compétence bien spécifique qui nous posait problème et bingo, ça se débloquait. Et ouais, c'est du hasard ou coïncidence, bonne étoile. Ouais. Tu penses qu'on s'est croisés par hasard du coup? Carrément, oui. Pour illustrer ça, j'ai une liste de mots. J'ai 30 mots exactement et derrière chaque mot, chaque nombre en fait, il y a un mot. Et tu vas dire un nombre entre 1 et 30 et on va voir où est-ce que le hasard t'amène. C'est chaud ça. Je vais te 19. Le 19, c'est le bonheur. Tu as quelque chose à dire sur ça? 2019, l'année du bonheur. J'ai envie d'être accompli. C'est vrai que moi, dans mon histoire personnelle, j'ai traversé pas mal de difficultés. Notamment après, là, les étudiants ou les étudiants, ou les jeunes, j'ai envie de dire, vont se retrouver. C'est le post-bac, où parfois, on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire. Donc, on remplit un petit peu le post-bac et on se retrouve dans des études qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc, moi, j'étais en histoire sciences politiques. C'est des études que j'avais envie de faire, mais par contre, qui débouchaient pas forcément sur des choses intéressantes. Et du coup, j'ai eu peur à ce moment-là. J'étais jeune et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire après ces études? Et j'ai arrêté. J'ai arrêté la fac. Et là, c'est d'arrêter les études, c'est quand même, ça peut peser aussi. De dire, ouais, on sait pas trop où on va, ce qu'on a envie de faire. Donc, il y a vraiment cette réflexion autour de ça. Sortir du cadre aussi. Sortir du Ouais. cadre. Et pendant plusieurs années, j'ai travaillé en intérim. J'ai fait des boulots vraiment qui vous font vraiment poser beaucoup de questions, dans le sens où il m'est arrivé de tourner des croissants pendant 7 heures, pendant plusieurs mois. Et là, vous vous posez des questions, en fait. Vous êtes devant vos croissants, vous les tournez, mais juste vraiment les tourner, hein. C'est pas une caricature. Vous tournez des croissants. Et vous vous dites, mais attendez, j'ai fait des études, pendant des années, j'étais en école primaire, j'étais au collège, j'étais au lycée, autant de matinées, vous vous êtes levé, autant d'investissements de vos parents, d'investissements personnels sur vos devoirs, etc. Et pour vous retrouver devant des croissants et que vous tournez, en fait, et là, en fait, ça vous met vraiment une belle claque, une très belle claque, qui fait que vous vous dites, ouais, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Après, j'ai repris mes études. Jusqu'à un master. Et pendant mon master, justement, on a eu l'idée du projet. On s'est lancé. Et donc, c'est pour ça, hein, on s'y met à 100%. Et on repense parfois à ces années où ça a été très difficile. Hein. Ces années d'intérim, où on tournait des croissants, ou parfois même on travaillait avec de la laine de verre. Donc, c'était dangereux aussi pour Au niveau respiratoire aussi. au niveau respiratoire, les poumons. Et c'était un travail de nuit. Donc également, ouais, c'est difficile. Donc c'est des années où, voilà, où vous posez un genou au sol, vous travaillez, parce que vous savez que vous devez travailler. Bon, ça aussi, là, par contre, vous ne sortez pas du cadre, hein, mais vous savez que vous avez besoin d'argent, que ce soit pour vos loisirs, pour voyager, pour ce que vous voulez. Vous voyez autour de vous toutes les personnes qui sont dans leur cursus, qui ont un avenir. Et là, vous posez des questions. Vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Même le fait que c'est un travail intérimaire, vous ne savez pas trop où vous allez, vous dépendez des appels de votre agence d'intérim. Voilà, vous dites, j'espère qu'ils vont m'appeler cette semaine. Et du coup, voilà. Et après, voilà, ça m'a vraiment boosté. Ça m'a boosté pour reprendre mes études. Et ensuite, de faire des choses vraiment qui m'intéressent et qui vont me faire vibrer. Et comment tu as eu ce déclic pour dire j'arrête l'intérim et je reprends ma vie en main, entre guillemets? Comment ça s'est passé ce déclic? Ça s'est fait je pense que ça s'est fait en plusieurs années. Et c'est toutes les réflexions que vous avez devant ces tapis de croissants, de pain au chocolat ou autres, hein, mais c'est toutes ces réflexions en fait. Et vous vous dites à un moment ou l'autre, soit vous continuez comme ça. Et je pense que du coup, pour répondre au mot, vous êtes malheureux. Hein.
Et soit bah, vous réagissez et vous décidez d'un petit peu de prendre votre main en vie. Et c'est là, c'est maintenant ou jamais. Vous vous dites, bah, si vous Votre le vie faites. en main. Ouais, c'est ça. Tu dis quoi? Votre main en vie. Oula, oula, oula. Du coup, je suis plus concentré sur ce que je dis, je crois. Ça faisait Mais Family Adams. de prendre votre vie en main, Ouais, c'est ça. ouais, ça. Euh, et vous le faites. Après, vous le faites pour vous. Hein. Si vous le faites pas pour vous, franchement, qui c'est qui va le faire, quoi. Donc, vous le faites. Point. On n'attend pas la retraite, on fait ce qui nous plaît, quoi. Bah justement, ça revient à la notion, c'est quoi la vraie liberté pour toi? Parce qu'on parlait de vraie liberté tout à l'heure, pour toi, c'est quoi la vraie liberté? Ta définition de la liberté? Ah, c'est intéressant. Franchement, la vraie liberté, c'est quoi ces questions? Non, je plaisante. Euh, bah, c'est vraiment de. Après, est-ce qu'il y a vraiment une vraie liberté? Il y a toujours ce cadre qui fait que. Tu vois, on dit sortir du cadre, oui, mais il y a toujours ce cadre. Que ce soit la société, que ce soit la vie avec les autres. Là, regarde, on est dans un espace, dans un écolieu. Il y a toujours des choses à faire. On n'est pas vraiment libre. Il y a toujours un cadre à tout ce qu'on fait. Notre projet, ah bah tiens, si on a envie de faire des choses, ah, mais là, attention, il y a ci, il y a ça, il y a. Enfin, la vraie liberté, ça serait vraiment. Peut-être la retraite alors? Non, non, non. C'est. Moi, chaque fois, souvent, quand je me dis, quand je pense peut-être au bonheur, le bonheur ultime peut-être, c'est une petite maison dans un petit village. Attends, pas je dis village, mais je pense toujours à un village au bord de mer et avec un petit terrain, un petit jardin, enfin quelque chose de paisible. Et du coup, c'est loin de la ville. Est-ce que peut-être en ville, on se sent pas parfois aussi, je sais pas, un peu angoissé, on se dit voilà, on est entouré de béton et tout, donc voilà, c'est des questions qui se posent. Et souvent, quand je pense vraiment, quand tu me dis vraie liberté, et quand je me dis vraiment bonheur, bonheur, moi je pense à ces notions-là. Euh, Tranquille, sans vraiment de se dire bah, je vais me lever le matin et. Parce que même si on aime ce qu'on fait, est-ce que c'est. Il y a toujours quand même cette recherche de, de productivité. On doit arriver à faire certaines choses. On doit faire avancer le projet. Donc il y a toujours. Est-ce que c'est une liberté aussi? Parce que, ok, c'est bien, c'est une passion, mais on est quand même dans une certaine routine. Et cette routine fait que euh, on est dans cette recherche de. Ah, je suis en train de me perdre là. De faire avancer son projet, de ci, de ça. Et donc, comme je disais, il y a toujours ce cadre qui fait que est-ce qu'il y a vraiment cette vraie liberté? Après, on peut la créer soi-même, tu vois, c'est la liberté. C'est-à-dire. Bah, comme tu disais, sortir des cadres et puis faire. Do it, le faire, quoi. Ouais, ouais, mais après, au final, d'un projet à l'autre, par exemple, tout à l'heure, je parlais d'épuisement. Tu vois, pourtant, c'est des personnes Hein. qui font des choses qui ont du sens. S'ils s'épuisent à un moment ou l'autre, est-ce qu'il est vrai? Est-ce que c'est lié à. Enfin, non, mais après, peut-être que je confondais certaines choses, là, certaines notions. On peut être libre, mais en même temps aussi. Euh, Ouais, je sais pas en fait. Est-ce que, ouais, non, franchement, j'ai mélangé beaucoup de notions là, Peut-être que tu t'es jamais posé cette question, peut-être et je me poser. suis peut-être pas posé cette question. Écoute, ton cerveau, il fait merde. C'est quoi la réponse? Il n'y a pas de Non, mais bonne ou c'est mauvaise intéressant. réponse, Du hein, coup, là, en ouais. direct, j'ai essayé de commencer cette réflexion et je pense que je vais la continuer. Donc, merci. Euh, Qu'est-ce que tu as appris avec tout ça? Avec tout ce que tu m'as raconté là? Ce qu'on apprend, c'est que plus important, c'est. Tiens, mais c'est marrant que ça soit tombé sur le bonheur. Je me demande qu'est-ce qu'il y avait Tu avais d'autre ça? comme mot. Bah, il y en avait plein. Attends. T'aurais voulu dire quel autre nombre? T'hésitais ou pas? Vas-y, 3. Les trois, c'était l'humilité. L'humilité? Ouais. Yes. Yes, c'est ne pas avoir la grosse tête, comme on disait tout à l'heure. Après, voilà, tu dis un nombre au hasard. Ouais, comme tu disais, le hasard, peut-être qu'il n'existe pas. Ouais. Du coup, ça, voilà. Non, non, Ça mais ça tombe bien, parce que sur le bonheur, bah, c'est ça en fait. Hein, et moi, en 2019, je m'étais dit plutôt que ça serait l'année un petit peu d'être paisible. Donc ça rejoint là toutes les notions qu'on a dit tout à l'heure de surcharge et tout. Donc quand même être dans ces notions où voilà, rechercher un peu de sérénité, se recentrer sur soi. Euh,
J'aime bien demander aux personnes que j'interviewe, c'est quoi vos 3 clés pour réussir? Mais là, on va faire l'inverse. C'est quoi tes 3 clés pour ne pas réussir? Ne pas avoir de discipline. Ou avoir... pour pas réussir, tu m'as dit, c'est Ouais, ça? pour pas réussir. Je suis Bah, sûr de pas réussir si je fais ça, quoi. si on n'a pas, franchement, si on n'a pas de discipline. Parce qu'à un moment ou l'autre, il y a... Enfin, on le voit, hein, que ce soit avec nos smartphones, nos réseaux sociaux, etc. On est tellement surinformés. On a de l'information, mais partout. Je ne sais plus le chiffre exact, mais le nombre d'images publicitaires sous nos yeux en une journée. Et c'est énorme, hein. Mais j'ai oublié le chiffre. Et voilà, par rapport à toutes ces questions, si on n'a pas de discipline, ouais, ouais, on est un petit peu. Si on n'a pas de cap aussi, c'est-à-dire une cape de super-héros, j'allais dire, mais non. C'est un cap dans le sens où Un objectif? un objectif. Où est-ce qu'on veut aller? C'est-à-dire qu'à un moment ou l'autre, Direction, quoi. voilà, c'est ça. Après, c'est pour répondre à ta question, hein, c'est pour pas Ne réussir. pas réussir, ouais. Ouais, c'est si on n'a pas de cap, c'est-à-dire que si on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, on va faire pas mal de choses et finalement, on réussira pas. Mais après, même la question, elle est intéressante parce que c'est quoi réussir au final? Après, on a tous une définition bien définie, précise de cette question-là, hein, de cette notion-là. Et donc, avoir un cap, ne pas avoir de cap. Et la troisième, euh, pour ne pas réussir, ne pas, on l'a abordé tout à l'heure, hein, c'est pas ne pas croire en soi. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire un travail sur soi. Tout à l'heure, je parlais de se recentrer sur soi, etc. C'est, c'est pas forcément de se dire oui, je dois croire à 100% à moi. C'est un peu, voilà, les discours que vous voyez, oui, Do it. faites ça et vous serez riche, vous serez millionnaire. Non, c'est vraiment pas ça. C'est croire en sa capacité, en ce que vous faites, c'est de faire son mieux. Voilà, de faire son mieux. Et donc ne pas croire en soi. Mais je relativise en disant que ouais, il faut faire de son mieux. Il faut le faire, quoi. Il faut faire de son mieux. Je dis pas qu'il faut faire le meilleur, il faut être le premier de sa catégorie. Souvent, on a ces discours-là. Et moi, franchement, c'est pas des discours qui me bottent énormément. Tu fais de ton mieux et tu croises les doigts. Tu disais que chacun avait sa définition de la réussite. C'est quoi la réussite alors pour toi? Ah, il fallait pas que je dise ça. Ah là là. Du Joker, j'ai pas eu de Joker. Ok, autre question. Ok. Si tu étais multimillionnaire, tu ferais quoi? Qu'est-ce que je ferais? Je commencerai à me prendre peut-être une petite maison avec un petit terrain, apprendre la permaculture. Donc là, c'est prévu pour 2019, mais du coup, je ferai en sorte d'accélérer les choses. Euh, de pouvoir un peu travailler la terre et tout ça, de vraiment la permaculture, ça me tient à cœur. J'ai commencé un petit peu à me renseigner, à aller voir des assos et tout ça. Et c'est de faire de mon argent des choses qui ont du sens, c'est-à-dire financer déjà peut-être iBoycott, faire des gros dons à iBoycott, des dons à des assos qui font énormément de taf et qui ont du mal concernant leur modèle économique et tout ça. La famille, aider la famille. Euh, c'est ça, hein. Investir sur des projets, peut-être d'entreprises, hein, euh, qui veulent vraiment changer les choses. Et parce qu'à un moment, on a beaucoup parlé de boycott, mais c'est bien aussi parce que c'est bien de dénoncer, mais il faut également proposer. Et s'il y a des solutions durables qui se proposent, il y a plein de jeunes startups françaises, hein, aujourd'hui qui réfléchissent sur des thématiques qui touchent les questions de développement durable, les questions d'écologie, de changement climatique et tout ça, et qui proposent des choses super sérieuses. Là, récemment, j'ai vu, je crois que c'est un ingénieur français qui a fait une bouteille en biodégradable. À voir après, à voir, hein. C'est pas encore forcément, tu vois, c'est pas, c'est bon, c'est une solution miracle et tout, mais c'est des choses qu'il faut encourager. C'est comme la personne qui a trouvé l'alternative entièrement bio du glyphosate, un français également. Donc il a une petite entreprise. Donc voilà, c'est pourquoi pas aussi aller
aider ces gens-là si j'aurais eu les possibilités. Si on veut aider ou soutenir le projet iBoycott, comment on fait? Ou participer? Alors, c'est très simple. Faire un don mensuel, de préférence. C'est vrai qu'après, on arrive à avoir un suivi, nous, sur nos activités, à partir de 2 euros par mois. Et vous pouvez être justement membre bienfaiteur donc, de l'association. Vous pouvez être bénévole. Vous pouvez voir les différentes antennes qu'on a à travers la France, la Suisse et la Belgique. Et voilà, et vous pouvez participer sur les campagnes. Donc, boycotter des entreprises sur la plateforme iboycott.org et l'application BuyerNote. Donc vous inscrire et boycotter les entreprises que vous souhaitez. La suite pour iBoycott, c'est quoi? 2019, c'est d'agrandir l'équipe, de consolider notre modèle économique et en fin d'année de pouvoir se lancer à l'international. Aujourd'hui, on est présent en Belgique, Suisse, c'est proche, c'est francophone, mais là, c'est vraiment de traduire la plateforme en anglais et peut-être voir plus après en espagnol, etc. Mais déjà en anglais et de pouvoir s'internationaliser. Où est-ce qu'on te retrouve? Comment? Où est-ce qu'on te retrouve? Moi, personnellement, Ouais, et le iBoycott aussi. sur iboycott.org, on est sur les réseaux sociaux. L'application, vous la trouvez sur Android pour l'instant et prochainement sur App Store, donc Buy or Not. Et moi, personnellement, j'ai pas forcément de page ou de compte ou n'importe quoi et ça m'intéresse pas. Mais oui, Donc- retrouvez iBoycott. Je serais content que vous allez chercher iBoycott sur les réseaux ou sur Internet. Et on peut t'envoyer un mail après sur un mail pro. Oui. Ouais, d'accord. Mon mail pro, il faut que je communique. Non, mais t'inquiète. Tu le mettras dans le... Ouais, c'est ouais. ça, je mettrai en description. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je t'ai pas posée pour finir? C'était vraiment intéressant tes questions. Ça faisait longtemps que j'avais pas forcément un peu parlé dans ce sens-là. Donc j'espère que ça va être apprécié. Mais en tout cas, non, j'espère que les réponses t'ont satisfait. J'espère que ça va peut-être, comme tu dis, inspirer une ou deux personnes. Et en tout cas, je sais ce que je souhaite. Et voilà, non, merci beaucoup. Je te laisse le dernier mot alors. T'as un truc à dire, c'est pour toi, c'est ton moment. C'est mon moment ou c'est le moment d'iBoycott? Ouais, comme tu veux. Le moment où iBoycott, tous les deux, écoute. Je vais donner cette citation qui résume bien le projet. À chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous votez pour le type de monde que vous voulez. Allez à l'app. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Ciao. Retrouvez le podcast La Vraie Liberté tous les vendredis à 17h sur lavrailiberté.fr et sur vos plateformes de podcast préférées.